Mon sujet aujourd'hui est les AS38, les immobilisations incorporelles. Mon objectif de cette deuxième capsule est de vous démontrer 5 idées clés. En premier lieu, je parlerai des critères de définition d'un actif. Ensuite, les critères de comptabilisation d'un actif. Puis, je vous montre comment distinguer entre les éléments d'actifs pour ensuite passer à la définition d'une immobilisation incorporelle. Et mon dernier point porte sur les conditions de comptabilisation et d'évaluation d'une immobilisation incorporelle. La définition d'un actif repose sur le respect de 3 conditions cumulatives. Pour être qualifié d'actif, un bien doit être un élément identifiable du patrimoine. Il doit être contrôlé par l'entité et il doit procurer des avantages économiques futurs. Un actif incorporel identifiable, s'il peut être vendu, transféré ou loué séparément. Être contrôlé par l'entité veut dire que l'entreprise a la maîtrise des avantages liés à l'élément et elle en assume tous les risques de son utilisation. Procurer des avantages économiques futurs, c'est-à-dire il génère de la trésorerie de manière directe ou indirecte, actuellement ou future. Donc, un actif est une ressource identifiable, contrôlée par l'entreprise et qui génère des avantages économiques futurs. Si les 3 conditions ne sont pas remplies, l'élément est considéré comme charge. Ceci nous amène à aborder le deuxième point, qui est les critères de comptabilisation d'un actif. J'ai abordé les critères de définition d'un actif et maintenant, quelles sont les conditions de comptabilisation d'un actif? Alors, pour pouvoir comptabiliser un actif, il faut que les avantages économiques futurs générés par le bien errent à l'entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise qui en bénéficie. Et il doit y avoir une possibilité d'évaluer le coût de façon fiable. Dans le cas contraire, le bien sera comptabilisé comme charge. Il paraît inéluctable de savoir distinguer entre les différents postes d'actifs du bilan. Pour y faire, il faut se poser la question, l'actif est-il destiné à être vendu ou utilisé dans le processus de production? Si oui, dans ce cas-là, l'actif est considéré comme stock. S'il n'est pas destiné à être vendu, donc il est destiné à être loué ou utilisé dans la production ou dans la gestion interne et sur plusieurs exercices. C'est le cas des immobilisations. Cette immobilisation a-t-elle une substance physique? Si oui, dans ce cas-là, est une immobilisation corporelle. Sinon, est une immobilisation incorporelle. Donc, les stocks sont gérés dans la norme EAS 2, les immobilisations corporelles dans l'EAS 16 et les immobilisations incorporelles dans l'EAS 38. Je vais maintenant continuer avec l'EAS 38. Il est intéressant de préciser qu'une immobilisation incorporelle est un élément d'actif non monétaire, identifiable et sans substance physique, contrôlé et utilisé par l'entreprise dans le cadre de ses activités ordinaires. C'est la définition retenue par le SIF, qui n'est pas très différente de la définition de l'EAS 38. Alors, on a 3 critères essentiels pour dire que cet élément est une immobilisation incorporelle. Non monétaire, identifiable, c'est très important cela. On dit qu'un actif satisfait aux critères d'identifiabilité lorsqu'il est séparable, c'est-à-dire qu'il peut être séparé de l'entreprise et être vendu, transféré, concédé par licence, loué ou échangé
sans substance physique, c'est-à-dire immatérielle. En ce qui suit, quelques exemples pour mieux illustrer ce point. On a les logiciels informatiques et assimilés, tels que Java, OpenOffice. Les ORP également font partie de cette catégorie. On a aussi les brevets et les licences sont considérés comme immobilisation incorporelle, dont voici la nomenclature des comptes adoptés par le SIF pour chaque catégorie. Avant de passer au dernier point, j'aimerais vous donner un petit exemple d'un logiciel qui vous poussera certainement à la réflexion. L'exemple est le suivant. Le système d'exploitation d'un PC est-il traité comme immobilisation corporelle ou immobilisation incorporelle? Je répète, le système d'exploitation d'un PC est-il traité comme immobilisation corporelle ou immobilisation incorporelle? N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses ou l'écrire en commentaire. Une immobilisation doit être comptabilisée si et seulement si il est probable qu'elle génère des avantages économiques futurs et si ces avantages iront à l'entreprise. Et le coût de cette immobilisation peut être évalué de façon fiable. Il faut savoir qu'il y a deux types d'immobilisation incorporelle. Immobilisation incorporelle acquise et immobilisation incorporelle générée en interne. Le coût d'une immobilisation incorporelle acquise comprend son prix d'achat net, c'est-à-dire après déduction des rabais remises commerciaux, plus les frais liés à l'acquisition, tels que les droits de douane, et tous frais directement attribuables. À titre d'exemple, les honoraires résultant de la mise en état de fonctionnement de l'actif. Les frais qui ne font pas partie du coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle, à titre illustratif, les coûts de lancement d'un nouveau produit, les frais administratifs, les frais généraux et les frais de formation. Donc voilà le coût, comment évaluer les immobilisations incorporelles acquises. Maintenant, on va passer au deuxième type qui est l'immobilisation générée en interne. Je tiens à préciser que le goodwill généré en interne ne doit en aucun cas être comptabilisé en tant qu'actif. Le goodwill d'une entreprise est représenté par son savoir-faire, sa notoriété, sa réputation, qui ne sont pas séparables de l'entreprise. Par exemple, l'ESC ou HEC ont une réputation, notoriété par rapport aux autres universités. Cette réputation augmente la valeur de l'école. Et cette valeur, c'est le goodwill qui est créé en interne par l'école. Mais il n'est pas une valeur identifiable, car il est inséparable de l'école. On ne peut pas comptabiliser la réputation de l'école en tant qu'actif. HEC ne peut pas vendre ou louer sa notoriété à une autre université. Vous voyez. Donc, le goodwill créé en interne ou bien généré en interne, tel que l'exemple que je vous ai donné de l'école, ne doit pas être comptabilisé, mais le goodwill acquis dans le cadre de regroupement d'entreprises ou fusion-acquisition, c'est-à-dire le rachat des entreprises, il peut être comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle. C'est le cas traité dans les FRS 3, Business Combination ou regroupement d'entreprises. Et selon le SIF, il peut être comptabilisé dans le compte 207 écart d'acquisition au goodwill. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le goodwill créé en interne ne doit pas être comptabilisé, mais le goodwill acquis, il peut être comptabilisé. Pour les autres immobilisations créées en interne, la norme IAS 38 distingue deux phases. Une phase de recherche et une phase de développement. Aucune immobilisation incorporelle résultant de la phase de recherche ne doit être comptabilisée. Les dépenses pour la recherche doivent être comptabilisées en charge. Pourquoi? Parce que dans cette phase, on est en train de dépenser de l'argent, mais on ne sait pas ce qu'on va aboutir à un résultat.
On ne sait pas ce qu'on va générer des avantages futurs. Pour la phase de développement, il y a un ensemble de conditions à remplir qui sont précisées dans les points suivants. Alors, si l'entreprise ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement, elle traite les dépenses engagées comme charges et comme si elle en était uniquement dans la phase de recherche. Donc, d'après l'IAS 38, les frais de recherche sont comptabilisés en charge, et si l'entreprise ne peut distinguer entre les deux phases, toute la dépense se comptabilise en tant que charge, et si elle peut distinguer entre les deux phases, elle peut comptabiliser la phase de développement comme immobilisation incorporelle. Mais il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir comptabiliser les frais de développement. Les frais de développement sont inscrits à l'actif de façon obligatoire lorsqu'ils remplissent les 6 conditions suivantes. La première condition, si l'entreprise peut démontrer la faisabilité technique du projet nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle. La deuxième condition, si l'entreprise peut démontrer son intention d'achever son immobilisation et de l'utiliser ou de le vendre. La troisième condition, si l'entreprise peut démontrer qu'elle a les moyens nécessaires pour vendre le produit. Et la quatrième condition, si l'entreprise peut démontrer la façon dont l'immobilisation incorporelle génère des avantages économiques futurs. Par exemple, elle doit démontrer l'existence d'un marché pour le produit ou l'utilité de nouveaux processus de production pour l'entreprise. Cinquième condition, c'est la disponibilité des moyens techniques et financiers. C'est-à-dire l'entreprise doit avoir suffisamment de ressources pour finaliser le projet. Et la dernière condition, si elle peut démontrer sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses engagées dans cette phase. Par exemple, l'existence d'outils de gestion fiables permettant de connaître les coûts de développement engagés pour le projet. Donc, pour conclure, un projet en phase de développement qui répond à ces conditions, il doit être obligatoirement comptabilisé et immobilisé. Donc, selon le SIF, il peut être comptabilisé dans le compte 203. Donc, une fois que l'élément est immobilisé, les mêmes principes que les immobilisations corporelles dans les A16 s'appliquent sur lui, tels que l'amortissement, la perte de valeur, la réévaluation, et ainsi de suite. Donc, voilà les principaux points à retenir concernant les A38.